On dit donc que notre grand-père mort est devenu un lion et est parti dans la forêt et du coup, nous ne pouvons pas tuer de lion parce qu'on peut tuer notre grand-père en tuant un lion. La parenté que nous avons avec lui fait en sorte que nous soyons aussi des lions, évidemment. Et cette parenté fortifiante s'imprègne à travers l'ancêtre. Si votre totem est une plante ou autre, ça marche pareil. Je dis bien que le principe est exactement le même. Cela permet donc de tisser des liens avec cet autre être, cet arbre, cet animal et ainsi de suite. Si vous appréciez ce que nous faisons, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Une autre façon de participer au développement de la chaîne est de faire un don via les liens en description. Nous vous invitons à regarder en description pour avoir accès à la documentation utilisée pour cette vidéo. C'est quoi le totem? Oui, on ira vite parce que la vidéo est longue, il y a beaucoup à dire. Lorsque les anciens parlaient de totem, ils décrivaient une énergie qui était quelque part une énergie diffuse, qui nous sert d'allié ou alors qui nous protège. L'art des totems met en place deux camps. Le camp des humains, d'un côté, et de l'autre côté, le camp des autres règnes, ce qui comprend les animaux, les végétaux et d'autres entités. Dans les autres entités-là, on inclut les objets, puisque les objets peuvent devenir des totems. Et on les inclut simplement parce que dans ce qui est inanimé, on retrouve un flux vital, on retrouve de l'énergie. Les champions dans ça, ce sont les rochers par exemple. Les rochers ont des taux de vibration très élevés. Dans certaines sociocultures, même la pluie est un totem. Le tonnerre également peut être un totem. En gros, disons les phénomènes atmosphériques dans leur ensemble peuvent être des totems. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de l'humain peut devenir un totem. Le totem est donc cette entité avec qui nous tissons des liens. Les liens sont parfois même tellement ancrés que les entités en question peuvent devenir nos parents. Oui, ils peuvent devenir nos parents. Ils font partie de la famille. Cette entité fera partie de la famille. C'est pour ça qu'il est interdit, par exemple, de tuer ou de faire du mal tout court à notre totem. Il y a un acte rituel qui lie notre vie à celle du renard, par exemple. Et une fois que ce rituel a été fait, on ne doit plus faire du mal au renard dans leur ensemble. On ne peut plus faire du mal à un renard parce qu'il fait partie de notre famille désormais. Dites-vous que le totémisme, c'est la capacité de relier ce qui a été séparé. Il ne faut pas confondre la pratique du totémisme avec ce que les étrangers de notre culture appellent l'animisme ou le polythéisme. L'animisme, c'est conceptualiser le fait que tout possède une âme. Le polythéisme, quant à lui, c'est simplement croire en plusieurs dieux. Et le totémisme, c'est relier une âme, un être, à notre être par des rituels en fonction de nos affinités énergétiques et en fonction de notre histoire. Dans le totémisme, on exploite notre capacité à s'exporter, à nous multiplier, à devenir comme le divin. Dans nos mythes, Atum crée ses autres lui. Et Yosh, les Ekans, dit-il, est la totalité de nos noms. Donc globalement, ça veut dire qu'on le retrouve partout. Il ne fait que se transformer, se projeter en fait. Quand on comprend ce concept, on comprend que le divin change juste de forme. Il ne change pas d'état. Dans les transformations des énergies de la divinité primordiale, l'énergie va passer des corps célestes, des corps divins, et va ensuite descendre petit à petit vers nous. Et une fois vers nous, elle va se lier au monde minéral, au monde végétal, au monde animal et ainsi de suite. On aura donc un circuit d'énergie qui va des sphères les plus élevées aux sphères les plus basses. Djéouti, qui est une émanation de la lune, on a un peu parlé de lui dans la vidéo sur le rituel lunaire. Donc Djéouti est nourri par Séchat et il va avoir les traits d'un babouin. Donc si nous voulons nous identifier à Djéouti, nous pouvons prendre le babouin qui devient à ce moment-là notre totem parce qu'on veut la sagesse de Djéouti. Et par ce babouin, on sera directement connecté à Djéouti et Djéouti sera directement connecté à nous. Ce sont nos ancêtres qui ont découvert le circuit énergétique qui va du divin et nous parvient. Quand on dit que les gars étaient forts, vous pensez que c'est de la propagande, alors qu'on ne fait que dire les faits. On se contente de dire les faits. Maintenant, on conçoit bien que le divin est tout. Il est partout, il est une émanation, il se projette dans tout.
Et si la nature est un corps physique du divin, on a deux possibilités. Soit on cherche les astres, les corps célestes, ou alors on approfondit les équations et on le retrouve dans chaque corps de la nature. Parce que c'est de l'énergie qui s'est juste densifiée. Quand on analyse l'Énéade, par exemple chez les Ngala, on dit que le divin explose en œuf. C'est ce même principe que les Égyptiens ont repris parce que une grande partie de la population égyptienne venait du Congo, le Grand Congo, celui d'avant l'Empire même, genre vraiment bien avant, qui recouvrait une très grande partie de l'Afrique. Bref, les 9 éclatements du divin chez les Ngala renvoient donc à l'Énéade. Et après le 9, on ne peut plus aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin après le 9. Le 9, c'est l'aboutissement. Quand le divin éclate en 9 et qu'il décide de se projeter, certains se sont focalisés sur les astres. Mais il faut savoir que son être ne se résume pas seulement au niveau des astres. La civilisation égyptienne, par exemple, a entretenu une relation très poussée avec les astres. Pour des raisons, pour cette raison, déjà. Mais ensuite parce que leur sol était pauvre, donc ils regardaient plus vers le ciel. Les Dogons aussi. Mais bon, ils ont eu des éléments atténuants, on va dire que qu'en général, ils n'avaient pas des sols très riches comme je l'ai dit. Et donc, ils étaient obligés de se tourner vers le ciel, voilà. Mais nous ne sommes pas limités aux astres. Vu que le divin se déploie, il est arrivé jusque de notre côté, jusqu'à chez nous. Quand je parle de chez nous, c'est au niveau des humains et mieux même en fait. Nous sommes une émanation du divin. Dites-vous que ce ne sont même pas les animaux et les végétaux et les minéraux qui se rapprochent le plus de l'homme, c'est l'homme qui se rapproche de tout ça, de tous les autres. Vu que l'homme vient en dernière position dans la création. Les plantes ont existé avant nous, les animaux ont existé avant nous, ainsi de suite. Les minéraux ont existé avant nous. Vu qu'ils ont le divin, naturellement, nous aussi, nous avons le divin. Prenons un exemple. La divinité ciel est rattachée à une force céleste, une force cosmique. Puis l'énergie cosmique descend par le ciel et dans son parcours, elle va se figer dans l'araignée. C'est comme ça qu'en fait, l'énergie céleste est arrivée dans l'araignée. L'araignée a la forme d'une voûte. Donc, à partir de son apparence même, on voit, de par son apparence, une divinité. Ce n'est jamais un fait du hasard. Il y a toujours une ressemblance intérieure dans le comportement ou dans le caractère. Et une ressemblance physique, bien évidemment. Mais dans le circuit énergétique du ciel, il y a aussi la baleine et il y a également le coq. Ça veut dire, on vient de prendre là 3 cas de figure. Donc, ces 3 vont devenir des animaux totémiques du ciel, tout simplement. Ça signifie donc quoi concrètement? Ça signifie que tous ceux qui veulent exploiter les énergies célestes vont se lier à ces animaux et ces animaux vont devenir leur totem. On va prendre un autre exemple, la divinité terre dont les énergies se trouvent dans la chèvre et dans la poule. Tout à l'heure c'était dans le coq, maintenant c'est dans la poule. C'est pour ça que dans la plupart des rituels pour désenvoûter, la plupart des rituels de charge énergétique, vous verrez qu'il y a une chèvre ou des poules. Quand on disait venez avec la chèvre noire, machin, venez avec une poule et tout ça là, dans les clichés. Ouais, dans la culture populaire, quand on caricature en fait les rituels avec des personnages marabouts toujours maquillés bizarrement, très souvent c'est ce qu'ils demandent. C'est fait par convention en général. Les réalisateurs, c'est ce qu'ils ont entendu parler. Ils ont entendu parler de ça, mais bon. Comme ils en ont juste entendu parler, ou bien peut-être qu'ils ont eu des témoignages et tout, ils mettent ça dans leurs œuvres de façon caricaturale, mais ça a une réelle signification. Et évidemment, la façon caricaturale, là, c'est la pire façon possible. Bref, revenons au sujet. La poule et la chèvre sont des animaux totémiques de la planète Terre, de la divinité Terre, dont le corps physique est la planète Terre. C'est-à-dire, pour être beaucoup plus exact, là où nous sommes en train de vivre actuellement là. Et les humains peuvent maintenant s'allier avec ces animaux et en faire leur allié. Et aller même plus loin que ça, lier ces animaux-là à leur ancestralité. Un autre cas par exemple, c'est le soleil qui a pour animal totémique le chimpanzé, l'éléphant et le lion. Il nous apporte la force thermique, la puissance de tout ce qui chauffe et en fait de tout ce qui chauffe,
mais sans détruire. Voilà, pour être beaucoup plus précis. Ça nous apporte la force de tout ce qui chauffe sans détruire. Ce sont des énergies de renouvellement. Donc, le lion, l'éléphant et le chimpanzé sont les animaux par lesquels l'énergie solaire arrive près des hommes. La planète Neptune est reliée, quant à elle, à la baleine, au python et au perroquet. Oui, on a parlé de la baleine tout à l'heure, mais là aussi on parle encore de la baleine. Ses aptitudes, c'est la force vitale. Tous ceux qui vont prendre le perroquet par exemple pour totem savent non seulement que le perroquet est associé à l'air, mais qu'il répète. Et quand on le sacralise, quand on sacralise le perroquet, l'incantation peut être « Oh, plume de perroquet, je te porte afin que l'énergie du perroquet s'installe en moi et que tu me dises tout ce qui a été dit en mon absence. » Ça peut être l'incantation. À ce moment, notre totem devient une sorte d'espion pour nous. Dès que vous allez arriver quelque part, vous allez entendre des choses, vous allez entendre des mots et à partir de ces mots, vous saurez ce que vous devez faire. Si tes enfants, par exemple, se faisaient un certain nombre de reproches, ou du moins te faisaient un certain nombre de reproches, mais ne te le disaient pas en face, par peur, par respect, ou peu importe les raisons pour lesquelles on ne peut pas dire un truc à notre père en face, ou bref, tes différents manquements, tu vas écouter leurs doléances et agir en fonction de ça. Ce n'est qu'un exemple, j'ai bien dit imaginer. Par exemple, vous pouvez voir toutes les applications que ça peut avoir en fait, tout simplement. Vous pouvez arriver dans un endroit et vous entendez des voix qui vous préviennent de vous en aller ou bien qui sont en train de répéter que non, on va mettre le poison dans son repas, etc. Voilà. C'est assez large en termes de planification. Donc c'est une énergie que nous donne le perroquet, mais qui vient de l'air. Parce que les paroles s'envolent, le son est transmis par l'air, mais elles finissent par se matérialiser en quelque sorte et se transformer. Et donc, le perroquet a cette capacité d'attraper toutes les paroles qui sont dans l'air. Globalement, c'est ça. On dit dans le mythe que la force vitale des Congolo est aussi un animal mythologique qui vit dans l'eau. Et qui, souvent, lorsque les hommes sont malveillants, lorsqu'ils ne respectent pas la mat, il sort, il prend un de ces hommes et il redescend, plonge dans l'eau en fait. On a donc identifié Ekongolo à cette baleine qui de temps en temps sort de l'eau puis disparaît en replongeant dans l'eau. Et quand vous entendez parfois parler d'oracles, sachez que beaucoup de ces oracles-là utilisent donc les totems pour aller chercher dans l'air, pour aller chercher dans le ciel, pour aller chercher dans la terre les informations et les réponses à vos questions. Un totem, puisqu'il crée une parenté avec vous, vous pouvez avoir un lion comme ancêtre, littéralement. C'est un exemple. Vous pouvez avoir un lion comme ancêtre. Pour vous expliquer cette parenté, on va parfois dire que lorsque votre ancêtre est mort, il s'est transformé en lion et il est parti dans la forêt. Pour pouvoir vous expliquer votre parenté. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre sur le continent. Beaucoup d'histoires de ce genre sur le continent. On dit donc que notre grand-père mort est devenu un lion et est parti dans la forêt et du coup, nous ne pouvons pas tuer de lion parce qu'on peut tuer notre grand-père en tuant un lion. La parenté que nous avons avec lui fait en sorte que nous soyons aussi des lions, évidemment. Et cette parenté fortifiante s'imprègne à travers l'ancêtre. Si votre totem est une plante ou autre, ça marche pareil. Je dis bien que le principe est exactement le même. Cela permet donc de tisser des liens avec cet autre être, cet arbre, cet animal et ainsi de suite. Il y a des ancêtres qui nous donnent des noms. Par exemple, au centre Cameroun, il y a le nom Ze qui signifie la panthère. Ce nom ne vient pas comme ça. Quelqu'un ne choisit pas un nom par hasard. Quand votre nom c'est par exemple la panthère, on sait que ça ne vient pas de nulle part. Vous voyez, on sait que ça peut venir de la noblesse, de la royauté et ainsi de suite. Le phénomène de l'hybridation, c'est-à-dire la capacité que nous avons à être une entité et une autre entité. On ne parle pas de notre capacité en tant qu'humain à devenir aussi un animal. Non. Pour ce faire, vous devez suivre un rite d'hybridation en fait. Ce qui nous fait automatiquement comprendre que la divination de notre être passe forcément par notre aptitude à devenir aussi un animal. Puisque nous avons les mêmes sens, puisque l'animal vibre comme nous. Voilà.
D'ailleurs, certains animaux même vibrent plus que nous. Beaucoup plus que nous. Parce que l'animal connaît exactement ce monde et ce qui l'entoure. Nous avons besoin de la force de l'animal. Donc, lorsque nous parlons d'hybridation, nous parlons du niveau ultime de la totémisation. Il n'est pas question ici seulement d'imiter en fait les éléments physiques de l'animal. Par exemple, être aussi rapide que le guépard ou alors être aussi fort qu'un éléphant ou qu'un gorille. Ce qui peut se faire, oui, ça peut se faire. On ne parle pas non plus d'imiter le comportement de l'animal, d'imiter son caractère ou alors un de ses traits de caractère. Mais nous avons cette capacité à aller au-delà. On va mélanger notre sang à celui de l'animal. Prenons un exemple. Dans un rituel bien encadré et protégé, et ne faites absolument pas ça chez vous, on va donc prendre des griffes de l'animal par exemple, que l'on va taper et rendre ça en poudre. On va râper ça en fait, voilà, on va râper les griffes là, on va écraser en poudre, puis on va prendre des poils de l'animal, disons peut-être du léopard. On va prendre les poils du léopard, le sang du léopard, ainsi de suite. Et d'autres éléments en fait, je peux pas tout vous dire. On va donc mélanger ça et on va mettre ça en nous. Bref, on va se blesser et on va frotter ça sur notre corps. Le but c'est que ça entre dans notre sang. L'idée en fait c'est de fusionner les deux ADN, c'est l'objectif de fusionner les deux ADN. Nous fusionnons nos ADN dans le degré le plus élevé de cette ritualisation de nos liens et ici vous prenez en fait une partie de l'animal et le figez dans une partie de votre corps. Vous l'installez dans votre corps et il se mélange aux gènes. Vous installez l'animal dans votre corps et il se mélange aux gènes et cette énergie va descendre dans vos testicules et quand vous aurez des enfants, ce sera transmis. Donc globalement, vous faites de cet animal un allié parce que le but ici, c'est de devenir l'animal. Nous mélangeons donc notre sang avec lui et maintenant, quand vous avez atteint un certain niveau de maîtrise, vous pouvez devenir le léopard à proprement parler. C'est-à-dire qu'on vous voit vous transformer physiquement en léopard. À ce niveau, on ne va pas parler de notre capacité en fait à voir et à entendre à travers les yeux et les oreilles de notre totem. Non. C'est au-delà de ça. Ici, c'est vous qui devenez l'animal en question. Un peu comme les loups-garous dans les films. Genre, vous vous transformez littéralement en loup. Donc, ce sont des humains qui ne se contentent pas de contrôler des loups, mais ils deviennent eux-mêmes des loups parce que vous êtes fusionnés à un niveau extrêmement élevé avec l'animal en question. Quels sont les rôles ou quelles sont les fonctions des totems? Les totems ont une fonction d'union parce que le simple fait de savoir que mon ami Kuimo et moi avons le même totem peut faire en sorte, ça veut dire que nous avons les mêmes ancêtres, ça veut dire que nous sommes liés, que nous avons les mêmes divinités et donc je ne peux pas attaquer Kuimo. Voilà. Ça crée une union forcée, ça crée Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Si je suis dans la communauté, par exemple, des hommes léopards, je ne peux pas attaquer d'autres hommes léopards. C'est évident, c'est logique. Et d'autres hommes léopards ne peuvent pas m'attaquer. Donc, on va globalement créer une symbiose. Une autre fonction du totem, qui est même un élément que les gens retiennent le plus souvent, c'est la protection. Ce qui est totalement vrai. Lorsque je mets un totem devant chez moi et que je lui dis, voici où je te mets. Pendant que je sors ou pendant que je dors. Chers ancêtres devenus hibou, par exemple, chers ancêtres devenus hibou, je te pose là devant la maison pour que tu m'avertisses à chaque fois qu'un danger approche. Et c'est là que vous allez entendre le hibou se lever et hurler et commencer à crier quand un danger va s'approcher. Il vous dit attention, voici quelque chose qui arrive, voici un truc de négatif qui arrive. C'est notre manière justement de penser. L'ancêtre a pour rôle, du moins un des rôles des ancêtres, c'est de nous protéger, de nous guider parce qu'on sait qu'il est dans le monde lumineux et qu'il peut avoir une clairvoyance qu'on n'a pas, nous en tant qu'êtres humains. Et par elle donc, par cette clairvoyance qu'il a, nous aider. Donc oui, le totem nous protège. Le totem a aussi une fonction de fierté. Le fait de dire que vous êtes issu
des éléphants par exemple. Chez nous, que chez vous, vous avez des éléphants comme totem. C'est l'éléphant le totem chez vous. Vu que vous êtes des éléphants, l'ennemi va trembler. Parce que l'éléphant est fort, c'est un animal puissant, voilà. Parce que le sang de l'éléphant coule dans vos veines. Savoir que vous pouvez avoir le soutien des éléphants, la puissance de l'éléphant, ça fait plaisir, tu vois. Ça remonte votre fierté. Pareil, si on vous dit par exemple que vous descendez du crocodile, que le crocodile c'est le totem chez vous, c'est magnifique, voilà. De savoir que vous pouvez nager sans danger parce que le crocodile ne vous mangera pas, parce que vous êtes lié au crocodile, ça fait plaisir, c'est une fierté. Tout simplement, que si vous êtes en train de vous noyer, un hippopotame pourra venir vous aider, ça fait plaisir. C'est une fierté. Savoir que vous ne pouvez pas vous faire dévorer par un lion, par un léopard, parce que votre totem, c'est ça, c'est une fierté. Donc le totem a aussi ce rôle psychologique là, que ça nous rend fiers de notre héritage ancestral, ça nous rend fiers de notre héritage culturel, également fiers de notre clan. Ça nous rend fiers de notre clan, de notre peuple, voilà. On reproche beaucoup aux Africains de pratiquer la science des totems. Vous allez entendre beaucoup de gens dire que c'est du grand n'importe quoi, que c'est de la sorcellerie et patati et patata. Mais tout le monde pratique ça. Ils volent ces sciences chez nous, ils les pratiquent chez eux pour devenir plus puissants et ensuite ils viennent nous dire que c'est de la sorcellerie, ils viennent nous dire chez nous que c'est de la sorcellerie. Prenez par exemple l'exemple les sceaux des maisons, des maisons emblématiques, des maisons des familles puissantes là, partout à travers le monde. Même l'emblème des grandes familles européennes ou même des familles en Occident, bref. Regardez leur emblème, l'emblème des clans, l'emblème des corps de l'armée et tout ça là. Vous allez tout le temps voir des lions, des serpents, des loups, des aigles et ainsi de suite. Vous allez voir des animaux partout. C'est rempli d'animaux de partout. Mais quand c'est nous qui faisons ça, ça devient que c'est de la sorcellerie. Tout d'un coup, ça devient la sorcellerie. Apprenez à observer avec les vrais yeux, pas les lunettes qu'on vous a données et qui au contraire même étouffent votre champ visuel et vous montrent même une réalité complètement distordue. Une autre fonction que les totems ont, au-delà de la protection et tout ça là, c'est notre capacité à devenir pluriel. Le Kamite estime que comme le divin est 9 étant la forme la plus aboutie, et qu'il a 9 essences, et qu'il a 9 portes, et ainsi de suite, comme le divin est 9, se multiplie, est partout, même dans les animaux, le Kamite est aussi 9. Le Kamite va se projeter dans l'animal pour se multiplier exactement comme le divin. En faisant ce geste, il imite le divin. Je ne suis pas que moi, je suis aussi mon nom. Je ne suis pas que mon corps. Je ne suis pas que mon double. Je suis aussi, ou j'ai aussi tel animal. Je suis propriétaire de telle plante. Je suis tributaire et héritier de telle entité. Donc là, nous utilisons notre capacité de projection et nous savons que dans cet exercice qui peut être très délicat, il faut faire extrêmement attention. Par exemple, si on tue mon totem, il peut arriver que je meure aussi ou que ça m'affecte aussi très grandement. Si on met notre flux vital dans un totem et qu'il est attaqué, nous sommes aussi directement attaqués, vu qu'il s'agit d'une communauté de destin, surtout ceux qui utilisent les totems dans le but de nuire là. Vraiment, faites très attention. Peut-être qu'il y a des gens qui suivent cette chaîne et qui font du mal en utilisant leur totem. Be careful. Donc le totem a aussi pour fonction l'alliance. Le totem devient automatiquement un allié, automatiquement. Prenons le cas d'un chasseur. On peut utiliser l'épervier par exemple comme allié de chasse au lieu du chien. On peut utiliser des animaux qui terrassent ce qu'on chasse, ou alors des animaux qui nous donnent des informations, tout simplement, des informations capitales sur ce que l'on cherche. On veut attraper un animal X ou Y, le fait qu'on ait l'épervier et qu'il ait une vue d'ensemble, c'est magnifique. Il nous donne des informations. Le totem peut être notre allié pour la pêche, par exemple, pour la recherche scientifique. Le totem peut être un allié pour la recherche scientifique. Si vous avez comme totem un animal qui mange beaucoup de fruits et de plantes, cet animal-là saura ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui peut vous soigner, ce qui peut vous donner un peu de peps pendant une période, ce qui peut vous faire dormir si vous avez des problèmes de sommeil et tout. Vous pensez que nos ancêtres ont eu besoin de tester absolument toutes les plantes
pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui soignait quoi. Vous ne vous êtes jamais posé la question de comment ça marche. Est-ce qu'ils se sont assis là, ils ont testé chaque plante en fonction de chaque maladie pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas? Non. C'est-à-dire, en te liant à un totem, tu as pratiquement toutes ces informations-là. Tu as besoin de faire des recherches sous-marines et que ton totem, c'est la baleine, ou ton totem, c'est le dauphin, ou ton totem, c'est le requin, et ainsi de suite. Peu importe le poisson. Mais tu as un avantage comparatif extraordinaire. C'est en fait comme ça que ça fonctionne. Le totem peut être un allié pour la guerre. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent les chiens pour aller en guerre, pour attraper même les bandits. Laissons même d'abord la guerre. Ce sont les choses que nous avons fait, que nous avons vues et tout ça là. Mais quand je dis fait, c'est en Afrique. Évidemment, pour traquer certaines personnes, on utilisait des chiens, des animaux. L'armée américaine a dressé des aigles pour aller attaquer les drones ennemis, les drones qui sont non américains. Et l'armée chinoise a entraîné des pigeons à livrer des informations écrites là en fait, si jamais l'ensemble de leur système de communication venait à être neutralisé. Vous voyez, donc ils utilisent les animaux. Mais ces gars se sont limités uniquement à la transformation de cet animal, de l'aigle par exemple, à une arme. En gros, ils l'ont dressé. Ils ont dressé l'animal. Alors que chez nous, on crée un lien avec l'aigle. L'aigle ici devient mon frère et devient un allié de la famille. Et donc un allié de guerre. Quand on listait les types de totems, on a parlé des objets et des forces atmosphériques. Imaginez par exemple imaginez la puissance que vous avez si votre totem c'est la pluie. Vous pouvez créer des inondations chez l'ennemi, point. Tout simplement, la pluie devient votre allié en temps de guerre. Si vous avez comme totem le tonnerre, la foudre, vous faites en sorte que la foudre frappe le camp ennemi, mais c'est-à-dire de manière effrénée. Tra. Il faut savoir que l'entité totémique en lui-même, nous le célébrons. Nous célébrons aussi sa représentation. Et c'est à ce niveau que les gens parlent généralement de fétichisme. En réalité, les Africains qui disent ça, sachez que, ou les Africains qui pensent ça, ou les Noirs à travers le monde qui pensent ça, j'ai tendance à oublier que je m'adresse beaucoup plus aux gens de la diaspora. Peu importe qui pense ça, sachez que vous vous battez en fait contre vos alliés sans le savoir. La statue d'un lion que je mets devant chez moi, que vous mettez devant chez vous, devant un endroit même public, n'est plus seulement une statue. Vu qu'on a dit que le lion, c'est maintenant notre ancêtre. Si nous symbolisons l'ancêtre en le mettant dans la statue, c'est la même chose que si nous faisons en sorte de prendre l'énergie de l'ancêtre et de le figer dans un objet. Ça veut dire que l'énergie du lion, la force du lion, va donc être condensée rituellement dans un objet qui représente le lion et qui sera mis devant chez vous ou devant le village ou devant peu importe l'endroit, votre lieu de service, on sait très bien, et ne sera plus simplement une statuette. Ce sera un véritable lion. Dans certaines histoires que l'on va même vous raconter, on vous dira que cette statuette dans le village bouge quand telle ou telle condition sont réunies. Dans telle et telle condition, on a une statuette dans notre village qui bouge quand X et Y conditions sont réunies. Un des drames aujourd'hui, c'est que beaucoup de parents sont partis sans avoir laissé le mode d'emploi pour pouvoir gérer nos totems. Et c'est un véritable problème. Vous avez par exemple dans votre famille une araignée qui est chargée d'apporter ou de garder la richesse de votre famille. Mais tu ne sais pas comment l'échange en fait. Tu ne sais pas. Et vous allez voir qu'au bout d'une génération à peine, après que le père ou le grand-père soit mort, tout le monde est appauvri. Tout simplement parce que on n'avait pas donné les clés. Alors que le mode, ni les clés, ni le mode d'emploi. Alors que ça peut parfois être des rituels vraiment simples à faire. Peut-être qu'entretenir votre totem familial est un rituel extrêmement simple. Mais vu que vous ne savez pas, du coup, vous ne le faites pas. Vu que vous ne savez pas. Alors, on aurait vraiment voulu traiter l'entièreté du sujet dans cette vidéo, mais on ne peut pas. Ce sera trop long. On va donc mettre ce thème en plusieurs vidéos. On va faire comme si c'était une série et tout. Et pour cette fois-ci, on va s'arrêter là. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on va peut-être numéroter. Voilà, on va mettre tant, savoir sur les totems 1, ainsi de suite. Voilà, épisode 1, épisode 2, voilà. Vous comprenez globalement ce que c'est. Je ne sais pas exactement le nombre d'épisodes que ça fera, mais voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Mettez vos commentaires, posez vos questions. On se retrouve dans l'espace commentaire pour tout ça et on se retrouve
dans une prochaine vidéo. OTEP.